Spirituelle. Alors, je vais prendre toutes les précautions oratoires nécessaires pour vous dire que le but n'est pas ce soir de ressortir avec une définition précise, bien bordée. J'aurais envie de vous dire, c'est au contraire, c'est l'inverse que je cherche à faire, c'est vous donner plutôt des repères, mais absolument pas encapsuler quoi que ce soit dans quoi que ce soit. Je crois qu'on est dans le champ ici, on va parler du spirituel, de la spiritualité, on est dans le champ du sensible, on est dans le champ de l'invisible, on est dans le champ des croyances. Donc, il ne s'agit absolument pas ici de vouloir normaliser quelque chose, et encore moins dans mon intention, et j'ai fait très très attention depuis que j'aborde ça, notamment, c'est la première chose que j'ai écrite avant, dans mon livre, en préambule, c'est de dire chacun a sa définition de la spiritualité, et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. Et donc chacun peut avoir aussi sa définition d'intelligence spirituelle, et c'est bien comme ça. Et pourquoi je vous dis ça comme préambule, c'est pour éviter d'emblée, vous le poser, comme ça, c'est un point que j'ai en moi aussi, c'est une vigilance que j'essaie d'avoir, c'est bien de se dire que ce dont on va parler là, il ne s'agit absolument pas d'une nouvelle mode managériale. Il ne s'agit absolument pas de concepts prêts à l'emploi qu'on va pouvoir mettre, formater dans des formations, dans des parcours ou autres. C'est-à-dire, il y a vraiment plutôt l'idée d'ouvrir. Vous allez voir qu'on va parler de liberté aussi. Et donc, c'est vraiment, vous allez voir aussi, de se dire que je crois que nous sommes rentrés dans une ère où l'idée qu'on se faisait des leaders et de toute leur qualité, de ce qu'on attendait des leaders, cette idée-là, elle est un petit peu révolue. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un leader qui devrait avoir telle ou telle qualité et que c'est ça dont on a besoin en entreprise. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça fait des décennies qu'en entreprise, on fonctionne comme ça, notamment avec des référentiels de leadership et des choses comme ça. Donc, bien sûr, il y a besoin de compétences, il y a besoin d'un certain nombre de choses pour un leader, mais là, on va parler de spiritualité, d'intelligence spirituelle, et vous allez voir qu'on va être dans la singularité. Alors, cette notion-là, en fait, elle émerge au début des années 2000 avec une personne qui commence à en parler. Vous devez la connaître, cette personne, c'est Howard Gardner, et c'est lui qui est à l'origine de la théorie des intelligences multiples. Et lui, il n'en parle pas encore exactement comme ça, il parle d'intelligence existentielle, mais il nous dit c'est l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses, c'est la capacité à penser nos origines et notre destinée. Et puis vraiment l'ouvrage de référence que vous devez connaître, c'est-à-dire qui ouvre vraiment ce champ sémantique-là, il nous vient d'une femme qui s'appelle Dana Zohar, avec son ouvrage dans les années 2000, qui s'appelle, que je vous laisse lire d'ailleurs, Spiritual Intelligence, qu'elle qualifie d'intelligence ultime. Et ce qui est intéressant avec ces travaux, c'est qu'elle nous parle en fait d'un troisième quotient, d'un quotient spirituel. Donc elle dit, je vous laisse lire la phrase, mais elle nous dit, enfin nous avons, quand on fait converger la psychologie, la neurologie, l'anthropologie et les sciences cognitives aussi, on a tous les éléments qui nous permettent de penser qu'il existe effectivement un troisième quotient, une troisième forme d'intelligence qui est le quotient spirituel ou l'intelligence spirituelle, et elle utilise ce terme-là. Et elle travaille ensuite, donc elle a fait des travaux pour essayer de caractériser cette intelligence-là avec un certain nombre d'aptitudes. On retrouve après cette notion-là dans les travaux d'un autre ténor, j'allais dire un grand gourou du leadership qui s'appelle Stephen Covey, que certains connaissent sûrement parce qu'il a écrit un best-seller qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout dans leur vie ». Et c'est vraiment quelqu'un qui fait référence, notamment outre-Atlantique, en termes de leadership. Et lui aborde cette notion au travers de ce qu'il appelle le paradigme de la personne entière. C'est-à-dire le fait qu'il est important maintenant que les entreprises soient capables de regarder l'entièreté des personnes. Et lui, le paradigme de la personne entière, pour lui, c'est une personne qui est capable de convoquer ces 4 formes d'intelligence que vous voyez à l'écran, donc l'intelligence rationnelle, qu'on pourrait appeler le mental, qui nous permet d'apprendre, l'intelligence corporelle, il évoque, alors on va peu l'évoquer ce soir, mais elle est bien présente, qui nous permet de vivre, qui a une intelligence propre, ce corps. Une intelligence émotionnelle et sociale qui nous vient plutôt du cœur, qui nous permettrait notamment d'aimer. Et puis au centre, et vous voyez, c'est pas anodin, il place au centre une intelligence spirituelle qui relèverait de l'esprit, qui pourrait relever de l'âme, qui relèverait de l'être. On va voir que tous ces mots-là, on ne va pas forcément rentrer dans un débat là-dessus, mais on est à ce niveau-là. Et le verbe qu'il attribue, c'est contribuer. Plus récemment encore, en 2015, vous avez certainement entendu parler, si ce n'est lu, l'ouvrage de Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organization. Et Frédéric Laloux, lui, il effleure la notion d'intelligence spirituelle quand il parle du phénomène de complétude, du phénomène de wholeness, c'est-à-dire en fait de ce qu'il a observé dans ces entreprises qu'il a qualifiées d'entreprises opales, ces entreprises qui fonctionnent à un autre niveau d'évolution, à un autre niveau de conscience,
Et une des caractéristiques de ces entreprises, c'est qu'elles permettent en fait à leurs employés de convoquer, d'inviter, d'utiliser toutes les parts d'eux-mêmes. Et pourquoi je vous mets ce schéma-là? Parce que c'est un schéma que j'ai reproduit indirectement, parce qu'il est assez parlant. Il nous montre que traditionnellement, jusqu'ici, et c'est encore le cas dans une très grande majorité des entreprises, même si ce schéma est évidemment un petit peu caricatural, hein, mais il nous montre que la partie que nous engageons en fait au travail, c'est-à-dire celle qui est valorisée, celle qui est traditionnellement attendue aussi dans le système de performance et dans les cultures d'entreprise, c'est une partie qui mobilise le masculin, c'est-à-dire notre polarité plutôt masculine. C'est une partie qui mobilise essentiellement notre ego. On va revenir là-dessus, c'est-à-dire vraiment on valorise, on attend. Hein. On dit souvent d'ailleurs que les équipes, les dirigeants, hein, il y a des batailles d'ego. Ben oui, parce que c'est quelque chose que l'on attend en fait, qui est très valorisé dans l'entreprise, l'ego, cette part de nous-là. Et puis l'intelligence rationnelle. Et à contrario, il nous dit que nous avons tendance, hein, les entreprises, et ça c'est historique, hein, on ne va pas rentrer dans l'histoire du travail, mais il n'y a pas à juger ça, c'est juste de constater que c'est comme ça, parce que nous sommes, après 2 siècles en fait de travail, après 2 siècles, je parle de la révolution industrielle qui a vraiment instauré un autre lien au travail, et bien il y a tout ce que vous voyez en marron, en fait, qui n'est pas, ou presque pas convoqué. C'est-à-dire que nous avons même, en tant que collaborateurs, nous sentons que nous n'avons pas l'autorisation d'amener ça. C'est comme si nous laissions toutes ces parts de là au vestiaire, quand nous franchissons le seuil de l'entreprise. Et dans ces parts que vous voyez, alors j'ai mis un petit peu à cheval l'émotionnel, parce que depuis les années 90, l'intelligence émotionnelle, elle est beaucoup mieux décrite, elle est beaucoup mieux acceptée. Maintenant, on forme les managers, les collaborateurs à cette intelligence-là, mais on va dire que c'en est encore au début. Par contre, ce qui est aujourd'hui totalement, qui n'est pas, c'est pas que ce soit pas admis, mais c'est qui n'est pas nommé, ou qui n'est pas accepté, ou que l'on pense ne pas pouvoir être accepté, eh bien, il y a des formes d'intelligence, donc l'intelligence intuitive, l'intelligence spirituelle. Frédéric Laloux parle de toute cette polarité féminine également, qui n'est pas celle qui est attendue dans la plupart des entreprises, qui sont des environnements de performance, hein, et donc la part féminine de soins, d'accueil, la part altruiste, hein, toute cette part-là que nous avons chacun d'entre nous, on a tendance aussi à le reléguer un petit peu au vestiaire. Et puis, vous voyez, il parle, alors moi j'utiliserai peut-être d'autres termes, mais il parle du moi profond. C'est-à-dire, il parle de cette partie de nous qui est profondément nous, que elle aussi, nous n'avons pas pris l'habitude d'inviter dans le champ professionnel, probablement pour plein de raisons, on ne va pas en rentrer là-dedans, il y a énormément de conditionnements à cet endroit-là, mais vous voyez qu'il a bien cette distinction entre l'ego et le moi profond. Alors la question, c'est pourquoi en fait est-ce que cette intelligence spirituelle, elle émerge avec peut-être plus de force aujourd'hui, et surtout en quoi elle est, je crois, éminemment d'actualité, et en quoi elle est extrêmement importante. Je vous ai mis cette terre, et puis je vous ai rappelé cette citation que vous connaissez tous, je crois, que vous avez lu passer, qui est d'Einstein, et qui nous dit, voilà, aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Et donc c'est simplement pour mettre dans le champ de notre conférence ce soir le fait que nous sommes, aujourd'hui, en tant qu'humanité, dans une étape historique, dans une étape de l'évolution de notre espèce où nous sommes confrontés à des défis extrêmement importants, qu'ils soient économiques, environnementaux, sanitaires maintenant, sociaux. Et donc finalement, ça veut dire quoi cette phrase? Comment on change de niveau de conscience? Alors je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui relève de cette intelligence spirituelle. C'est-à-dire peut-être lui redonner une place plus importante, peut-être pas une place centrale, ou peut-être pas la place la plus importante, tout ça c'est à chacun de décider, il n'y a pas je crois, de règle, mais clairement, s'il s'agit aujourd'hui de changer le niveau de conscience, c'est-à-dire de changer de conscience sur soi, de changer la nature de nos relations aux autres, et de changer ensuite quelque chose d'encore plus intime qu'on va voir ensemble, c'est de changer notre rapport au vivant, donc le rapport à notre vie, et le rapport à la vie de manière générale, le rapport évidemment à la nature. Alors oui, cette dimension spirituelle qui est en nous est une ressource qui est assez extraordinaire. Et c'est tout le fruit des travaux que j'ai faits, moi, c'est d'aller regarder en fait comment faisaient les acteurs du changement et les dirigeants particulièrement inspirés qui faisaient des choses remarquables dans leur entreprise, comment ils faisaient, à quelle source ils piochaient. Et vous vous en doutez, donc ma conclusion c'était de dire, ben oui, ils activent ça. Et je finirai sur une phrase, une expression que m'a donnée mon ami Guibert Delmarmol hier. Donc, vous voyez, je lui fais honneur, ou je lui rends ses lauriers, parce que c'est lui, j'ai trouvé l'expression très belle. Il a dit, je crois qu'il est temps, effectivement, de commencer à décérébraliser le monde.
C'est-à-dire de prendre conscience à quel point nous voyons le monde au travers de cette intelligence cognitive rationnelle qui est la nôtre. Or, nous sommes aujourd'hui arrivés dans un état de complexité tel, les enjeux auxquels nous avons fait face sont d'une telle complexité que notre intelligence rationnelle touche ses limites. Et que si nous continuons en fait à appréhender ces sujets-là, et c'est pareil pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise qui est capable de vous dire ce que va être demain, peut-être qu'il faut qu'il change de poste. C'est-à-dire que les choses qui est certaine, c'est l'incertitude. Et donc, on a besoin quelque part d'apprendre à dépenser avec le mental pour peut-être laisser plus de place à une intelligence d'un autre ordre. Alors, il y a, vous allez me dire, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, oui, du cœur, et puis tout ce qui va avec, hein. Mais celle-là non plus, elle ne suffit pas. En tout cas, on peut le voir. Oui, je vais vous citer un océanographe qui disait, il s'appelle François Serrano, et il disait, finalement, j'utilise beaucoup ce qu'il m'avait partagé parce que c'est très parlant, il dit, finalement, ça fait très longtemps qu'on sait qu'on pollue les océans, avec le plastique notamment. Nos têtes, ça fait très longtemps qu'on en souffre aussi. On est nombreux à souffrir de voir nos mers et nos plages parfois salies, polluées. Donc le cœur est actionné. Mais est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas pour actionner le changement. Alors, si on passe quelques instants pour aller se dire, mais où est-ce qu'elle est déjà dans nos vies, cette intelligence spirituelle? J'ai envie de partager, j'ai réfléchi, puis je suis parti de mon expérience, et puis je me suis dit qu'elle allait faire écho à la vôtre, et puis évidemment de tous les échanges que j'ai pu avoir. Il y a quelques moments, mais il y en a plein dans nos vies, mais où cette intelligence-là, cette part de nous-là, elle se réveille. On n'a pas forcément pris l'habitude de la nommer. Par exemple, ce coucher de soleil. Vous avez tous dans vos vies des moments où vous avez été en forme de contemplation devant quelque chose de beau. Voilà, que ce soit un coucher de soleil ou autre chose d'ailleurs. Mais on va dire que c'est vrai que la nature a cette capacité à nous plonger dans un état contemplatif. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là en fait? C'est comme si, enfin, quelque part, notre écran mental, on va appeler ça l'ego, si notre ego un petit peu se dissipait. Comme si j'avais un accès direct à la nature. Vous voyez, comme si cette part de moi qui est auto-centrée, elle s'estompait tellement c'est beau. Et donc, ça me permettait de vivre à ce moment-là un instant de peut-être de reliance, peut-être d'unité, ou simplement de beauté, à vous de voir. Mais on sent bien que dans ces moments-là, et vous en avez plein dans votre vie, il y a quelque chose en nous qui se réveille. La nature, notamment, a cette capacité, par sa simple présence, à réveiller cette présence en nous, à réveiller l'être en nous. Il y a une deuxième type d'expérience dans laquelle on sent cette intelligence-là, c'est quand vous êtes au sein d'un grand collectif qui est en train de vibrer. Et vous avez senti ça, ça peut être au stade, ça peut être lors d'un concert. Là, j'ai pris une photo d'un concert de Wembley, si vous vous souvenez, dans les années 80, un concert absolument incroyable. Et vous sentez bien dans ces moments-là aussi, où on chante, on danse, ou pas forcément, on est simplement en train tous de regarder un spectacle, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue là. C'est-à-dire, là aussi, il y a quelque chose du moi, c'est-à-dire de mon périmètre, mon identité, là, qui a tendance à passer au second plan par rapport à une expérience où je me sens relié aux autres, où je me sens du même bois que les autres, où je sens qu'il y a quelque chose qui vibre ensemble. Et donc, vous voyez, là, on est dans quelque chose qui affleure, qui est de l'ordre d'une spiritualité un petit peu horizontale, de l'ordre d'une fraternité, de l'ordre de ce qui nous fait, de ce commun que l'on a en tant qu'être humain. Une troisième expérience où vous allez sentir cette intelligence spirituelle qui affleure, c'est quand vous êtes en présence de quelqu'un qui vous inspire, en présence de quelqu'un qui incarne quelque chose. Alors j'ai pris un exemple un peu iconique d'un leader que vous connaissez bien, mais l'idée c'est que cette présence-là, on la ressent auprès de plein de gens finalement, dans nos quotidiens. Il n'y a pas forcément besoin d'être un Nelson Mandela pour rayonner cette genre de choses. Et qu'est-ce qu'on ressent en fait dans ces moments-là? On ressent que cet homme-là ou cette femme-là que l'on croise, elle est habitée. Cette personne est habitée. Ça veut dire qu'elle est finalement totalement alignée avec quelque chose de plus grand qu'elle et qu'elle sert ce quelque chose. On sent que cet homme, cette femme, non seulement elle est pleinement elle-même, mais en plus elle s'est quelque part mise au service de quelque chose qui fait totalement sens pour elle. Là aussi, on est sur un départ à des manifestations, je dirais, de cette intelligence, cette dimension spirituelle, c'est-à-dire si on la voit en l'autre, c'est qu'on y est sensible, et donc c'est évidemment qu'elle est présente également en nous. On a cette possibilité-là. Après, il y a d'autres événements, je vous ai mis quelque chose pour mettre un petit peu aussi, alléger un petit peu, mais la crise de la quarantaine, ça a été étudié.
C'est-à-dire que c'est pas, les sociologues étudient ça depuis longtemps. C'est des modèles qui sont connus. C'est-à-dire à 40 ans, il se passe quelque chose, à 50 ans aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait à la quarantaine? Il y a quelque chose en nous qui se réveille. Alors, pas tout le monde, mais quasiment tout le monde. Après, on choisit ou pas de l'écouter, de regarder, de négocier avec, ou au contraire de l'entendre pleinement. Ça appartient à chacun, mais il y a quelque chose à ce moment-là qui se réveille en nous et qui nous dit, mais finalement, est-ce que tu vis la vie que tu as envie de vivre? Est-ce que c'est essentiel ce que tu fais? Vous voyez, c'est comme si la vie là, venait cogner un peu à l'intérieur et se rappeler à nous, venir questionner cette dimension-là. Hein, c'est des moments dans ces crises existentielles sont des moments où en fait nous sommes plus proches de nous-mêmes. Nous sommes plus proches de nous-mêmes. Et donc nous sommes plus proches, plus au contact de la vie. Et donc forcément ça questionne, parce que nous avons cette faculté-là, c'est de questionner le qui suis-je et pourquoi suis-je ici. Et puis il y a un dernier type d'expérience, bien sûr, et on me pose souvent cette question, on me dit, mais finalement, est-ce que pour ouvrir ce canal-là, ouvrir cette intelligence spirituelle-là, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un choc de vie? Alors ma réponse est plutôt non, hein, je vais tuer le suspense. C'est-à-dire que moi j'ai vu plein de gens, et moi aussi, je n'ai pas eu besoin d'un grand choc de vie pour ouvrir cette porte-là. Mais par contre, il est clair que quand nous sommes au contact de quelqu'un de proche qui a une maladie, ou que nous-mêmes, nous vivons quelque chose d'assez fort, et notamment les burn-out, hein, sont un fléau que vous connaissez, là aussi il y a quelque chose qui s'éveille en nous. C'est-à-dire que c'est comme si nous nous remettions au contact de nous-mêmes, au contact de la vie, au contact de ce qui est vraiment essentiel. Et pourquoi on se remet au contact de ça? Parce qu'on est au contact de notre finitude. Et en quoi la crise que nous traversons est spirituelle? C'est qu'elle nous met collectivement, tous, au contact de notre finitude. Et c'est en ce sens-là que la crise que nous traversons a une dimension spirituelle et qu'elle peut aussi probablement accélérer le réveil, l'éveil ou l'évolution d'énormément d'êtres humains. En tout cas, je vous partage une croyance qui est extrêmement soutenante pour moi. Je prends juste le temps de regarder effectivement les quelques mots que vous mettez. Merci, continuez. Hein. Après, je picorerai peut-être dedans. Oui, Descartes a fait du mal. Alors peut-être, oui, indéniablement, ou peut-être qu'il a été mal interprété. Mais il y a effectivement un ouvrage intéressant qui parle de l'erreur de Descartes, hein, et de l'omnipotence finalement de cette pensée cartésienne. Alors pour continuer, je vais vous proposer une définition de cette intelligence spirituelle. Ça serait une faculté qui s'appuie, une intelligence qui s'appuie sur cette faculté que nous avons tous, parce que nous sommes des êtres humains, cette faculté que nous avons de recontacter d'abord notre nature profonde. C'est-à-dire que nous avons cette intelligence-là de nous questionner sur vraiment qui nous sommes. Et la crise de la quarantaine, c'est une de ces étapes, par exemple, et on peut en susciter bien sûr, où on va avoir cette interrogation, mais au fond, qui suis-je vraiment? La deuxième dimension, c'est qu'on a, en tant qu'être humain, cette capacité à questionner le sens de notre existence. Et à ce titre, évidemment, nous sommes singuliers dans le règne animal, hein, dans le règne du vivant de manière générale. C'est-à-dire qu'on questionne le sens de notre existence, d'autant plus que nous avons la conscience de notre fin. Donc c'est une faculté de se poser cette question-là. Et puis nous avons une troisième dimension qui est celle de ce savoir, de pouvoir. Même si le chemin pour beaucoup d'entre nous et dans nos sociétés modernes, nous l'avons probablement perdu, ou en tout cas perdu de vue, nous avons une capacité à nous relier à plus grand que nous. Nous avons une dimension transcendante. Nous avons une capacité, comme tout à l'heure je l'évoquais devant un paysage, à sentir qu'il y a des liens d'une autre nature, probablement invisibles, mais il y a quelque chose, ça vient à la fois des courants spirituels et puis des courants de la psychologie, de la psychanalyse, hein, de tout ce qu'on trouve, y compris aujourd'hui dans le champ de la psychologie positive, c'est que finalement, dans le développement spirituel, on pourrait schématiquement dire qu'il y a deux grandes étapes. Et ces deux grandes étapes, c'est celle-là qu'on va aller emprunter si on veut activer son intelligence spirituelle. La première, c'est ce mouvement que j'expliquais à l'instant, qui est celui de redécouvrir notre véritable nature. Et Jung a cette phrase « deviens ce que tu es ». C'est-à-dire le fait finalement de revenir, passer une certaine période de vie, de revenir, ou d'essayer en tout cas de revenir à qui nous sommes vraiment. Et j'ai pris l'oignon, et vous connaissez cette image, c'est tout ce travail que nous faisons, et la crise de la quarantaine encore une fois est un travail un peu forcé, qui nous dit, mais finalement qui es-tu vraiment? Enlever les pelures de l'oignon, toutes ces pelures finalement, cette espèce
de faux moi, hein, ou de faux self que l'on crée parce que le fait est qu'on arrive dans un certain environnement, on arrive dans une famille et puis on a une certaine trajectoire de vie, on fait des études, on rencontre des gens et puis après on s'insère dans la vie professionnelle et puis on commence à construire une identité et on fait des concessions sans s'en rendre compte, tout petit déjà, parce que parfois nos parents ne sont pas capables d'accueillir qui on est vraiment, ou cette qualité d'enfant peut-être créateur que je suis, ou très original, c'est pas accueilli peut-être dans l'environnement où je suis. Et donc, il y a toute une partie de notre vie où on va mettre des pelures de l'oignon. Et si on veut accéder finalement à ces dimensions spirituelles, il y a tout un premier étape qui consiste à essayer de renouer avec notre véritable nature. Renouer avec qui nous sommes vraiment. Et vous savez, évidemment, ici, c'est un chemin de toute une vie. Mais il y a vraiment cette phrase, cette citation d'Oscar Wilde qui est belle parce qu'elle résume pas mal de choses. Elle dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Oui, c'est-à-dire cette idée vraiment d'aller habiter pleinement qui je suis. Donc le premier mouvement, c'est ça. C'est souvent d'abord un mouvement un petit peu de tri, un mouvement parfois de déconstruction, pour essayer de revenir à qui je suis. Et puis il y a un deuxième mouvement, et là c'est vraiment important de concevoir ces deux mouvements, et ce sont vraiment les deux étapes pour moi clés de cette dimension spirituelle en nous, hein. Et ce n'est pas moi qui le dis, là encore une fois, ce sont des choses que vous trouverez dans énormément d'approches spirituelles, c'est que simplement s'arrêter à redécouvrir ou à découvrir les contours précis de qui je suis, c'est en aucun cas ça à quoi nous sommes appelés en tant qu'être humain. Nous ne sommes pas appelés à faire uniquement ça. Et Jung le dit d'ailleurs, il le dit pour reprendre une citation, lui, il dit « Votre mission, c'est pas de simplement vous connaître. Votre mission, c'est d'aller vraiment à la recherche de votre âme. » C'est-à-dire ensuite de l'offrir. Il y a quelque chose qui se joue de l'ordre d'une responsabilité. Et le deuxième mouvement, et c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans l'activation de cette intelligence spirituelle, c'est qu'une fois que je me suis mis en paix, que j'ai à peu près, on va dire, fait le contour de qui je suis, et ça, on appelle ça le développement personnel, hein, concrètement. Ça ne s'arrête pas là. Et c'est d'ailleurs toutes les critiques qui sont faites ou qu'on peut faire au développement personnel, c'est que ça ne s'arrête pas là. La deuxième grande étape, en tant qu'être humain, c'est d'aller maintenant, ensuite, plutôt comprendre la place intime que nous avons dans l'univers. C'est d'aller vraiment questionner notre relation à la vie, notre relation au cosmos. Alors ça peut paraître grandiloquent, mais ça peut être beaucoup plus simple que ça, évidemment. C'est simplement se dire, mais finalement, maintenant que je sais qui je suis, où est-ce que je peux être utile au monde? Quelle est ma responsabilité dans ce monde? Et j'utilise responsabilité pas avec son caractère pesant, hein, mais avec cette responsabilité spirituelle, c'est-à-dire si je suis ça, j'ai une forme de responsabilité à l'offrir. Vous voyez, je vous parle bien d'offrir, je ne prends pas l'idée de porter une responsabilité, mais plutôt vraiment de l'offrir, offrir comme un don. Donc le cheminement spirituel qu'on va voir là, les aptitudes, et ça s'applique évidemment, vous en doutez bien, aux leaders d'entreprise, c'est vraiment celui d'aller dans un premier temps habiter qui je suis, devenir le leader singulier que je suis, et dans un deuxième temps, d'aller mettre cette connaissance de soi et cette joie à être soi, on va le voir aussi, au service de quelque chose de plus grand que moi. Et donc, ça va passer nécessairement par un moment donné me brancher sur les besoins du monde. Et ça, évidemment, se brancher sur les besoins du monde, se brancher sur la vie, là aussi, c'est des choses qu'on n'a pas forcément appris à l'école. Et je parcours quelques mots. Merci pour ce que vous mettez. On reviendra tout à l'heure. Le sens du service, ouais, pour l'humanité. Tout à fait, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous partager. Le sacré est un grand sujet. Hein, le sacré, avec ce constat parfois que pour beaucoup d'entre nous, le sacré a déserté nos vies. Qu'est-ce qui est sacré? Okay. Alors, ce que je vais vous partager maintenant dans les 10-15 minutes qui suivent, c'est vraiment de se dire, OK, concrètement, ça se décline comment? Et donc là encore, avec toute modestie, ne pas vouloir baliser et dire A plus B plus C égale intelligence spirituelle, mais simplement se dire, finalement, ça revêt quelle forme? Et tout l'objet de mon travail, ici, du livre que j'ai eu, ça a été de l'étudier au sein des entreprises, chez ces dirigeants qui avaient visiblement fait un travail sur eux-mêmes et qui avaient transmuté ce travail sur eux-mêmes
en projets assez incroyables. Alors, on ne va pas tout parcourir, bien sûr, aujourd'hui. Je vais vous lister là quelques aptitudes et puis on va rentrer dans le détail de quelques-unes. Et puis le temps nous manquera nécessairement pour tout couvrir. Donc, je vais forcément être un petit peu frustrant ce soir, ou pas d'ailleurs. Mais la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que j'ai constaté comme première aptitude, c'est-à-dire peut-être pour beaucoup, hein, pas pour tout le monde, ce n'est pas une règle, mais pour beaucoup de managers, de dirigeants, donc d'hommes et de femmes hein, en entreprise, activer, c'est-à-dire aller piocher, aller à cette source spirituelle, c'est passer par une première étape qui a été de s'autoriser un fort désir d'accomplissement existentiel au travail. Alors, dit comme ça peut paraître un peu radical. Évidemment, ça ne se passe pas, ce n'est pas le bouton on-off. Hein. Ce n'est pas à partir de maintenant, mon travail, il est idéal et il me permet de m'accomplir. C'est évidemment plus progressif que ça. Mais vous voyez qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement important, et chaque mot est important, c'est-à-dire, il y a vraiment l'idée de se dire que je vais considérer et je vais progressivement aller vers une situation où mon travail correspond à l'une des principales sources d'accomplissement existentiel de mon être. Et pourquoi c'est important ce mouvement-là? C'est parce que finalement, pour l'immense partie d'entre nous, et on voyait tout à l'heure en introduction, cette dimension-là, nous ne l'autorisons pas au travail. C'est-à-dire qu'on a même tout un ensemble d'héritages et de conditionnements qui finalement, qui font en sorte qu'on a appris à reléguer ça, c'est-à-dire à se dire, mais non, mais finalement, le travail, ça ne peut pas être ça, ou ça ne peut pas être complètement ça. Donc, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, parce que c'est là-dessus où j'aimerais vous faire un travail. Mais pourquoi démarrer par là, si vous voulez? C'est parce que, comme vous l'avez vu, le premier mouvement, c'est un retour à soi. Le premier mouvement, c'est aussi de se dire, d'aller à la rencontre d'une forme de schizophrénie qu'on voit dans énormément d'entreprises et que peut-être que vous vivez à des niveaux plus ou moins importants vous-même. C'est que finalement, nous faisons parfois des choses dans notre travail. Je vous rappelle que le travail, c'est notre principale activité en tant qu'être humain, c'est 80 000 heures dans notre vie. Hein. Donc l'essentiel, la majorité de notre temps éveillé, c'est le travail. Et pourtant, pour l'immense majorité d'entre nous, on n'a pas finalement, on n'a pas appris à nourrir cette forme d'exigence de se dire mais je veux que mon travail nourrisse vraiment le sens de ma vie. Et quand on arrive à cette forme d'alignement, c'est-à-dire à ce moment-là où j'ai le sentiment que quand je vais travailler, mais en fait je suis plus quelque part, pour caractériser, c'est plus je travaille, c'est que je suis en train de vivre ma vie. Quand on arrive à ce moment-là, effectivement, on actionne énormément d'autres choses. Mais tant qu'on relègue et qu'on se dit finalement, il y a le travail, ça c'est autorisé, ça c'est voilà, c'est peut-être source de, il y a des règles, on ne peut pas tout dire, je ne peux pas forcément partager mes aspirations les plus intimes, mes valeurs. Non, puis en plus il y a évidemment une dimension matérielle, voire alimentaire. Tant qu'on est finalement pris dans ce conditionnement-là, qui n'est pas à rejeter, hein, ces choses ne sont pas fautes, mais tant qu'on est pris là-dedans, c'est extrêmement difficile d'activer la suite. Et au contraire, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les dirigeants, les leaders les plus inspirants que j'ai vus, pour reprendre l'exemple que vous avez vu tout à l'heure de Mandela, c'est que finalement, leur travail, c'est leur vie. Au sens où, non pas parce qu'ils sont workaholics, mais au sens où ils ont fait de leur travail le principal théâtre de recherche de sens et d'expression de qui ils sont. Alors, il y a une deuxième aptitude qui vient ensuite. Je ne rentrerai pas trop dans les détails aujourd'hui parce que ça serait un grand sujet à aborder. Mais dans beaucoup de courants spirituels, là encore, vous verrez, et donc les leaders, les managers que nous sommes n'échappent pas à la règle, vous verrez que pour aller vraiment vers le déploiement de soi et pour aller ensuite se brancher à des aspirations les plus élevées, il y a un obstacle. Il y a un gros obstacle qui s'appelle l'ego. Et d'ailleurs, sur un plan spirituel, on appelle l'ego le petit moi. Hein. Et donc, sans rentrer dans le détail, c'est intéressant de plonger dans cette notion-là pour comprendre, en tant qu'homme, en tant que femme, où est-ce que l'ego a pris une place trop importante dans nos vies. Et ce sujet est central pour les dirigeants aujourd'hui. Pourquoi il est central pour les managers et les dirigeants? C'est qu'aujourd'hui, finalement, pour des gens qui réussissent ou qui ont appris à être bons, à être performants dans un système, effectivement, souvent, c'est l'ego. C'est l'ego qui a été nourri.
Et donc l'ego, finalement, hein, pour simplifier, c'est comme, une construction réduite de soi. L'ego, c'est tout ce que peut-être j'ai réussi à faire, c'est peut-être mes diplômes, c'est peut-être mon statut, c'est peut-être mes possessions matérielles, c'est peut-être mon expérience, c'est peut-être même des compétences techniques. Voyez, et on a tellement pris l'habitude dans notre histoire, dans nos premières décennies de vie, ou même premières années de vie, d'être reconnu pour ça, qu'on en a oublié une chose essentielle, et que vous allez encore retrouver dans énormément d'écrits, c'est que nous ne sommes pas cette représentation étriquée de nous-mêmes. Jung, il parle de persona, hein, c'est-à-dire qu'il parle de, il n'appelle pas ça l'ego, il appelle ça la persona, mais on revient à quelque chose d'assez proche. Et la persona en latin, ça veut dire masque. Donc en fait, dans une grande première partie de vie, nous apprenons à mettre un masque. Et ce masque aussi, il a une utilité, hein, c'est de nous protéger, c'est de nous permettre d'interagir avec les autres. Mais on prend tellement l'habitude de le porter que finalement, on oublie qu'on porte un masque. Et quand notre être commence à se réveiller, quand notre être commence à dire, mais finalement, au fond, moi, je sens que je suis plus que ça, je sens que je suis plus que la somme de ces choses-là à laquelle j'aime bien m'identifier, mais effectivement, l'ego résiste. Et donc la grande erreur, en fait, hein, et le grand travail à faire, du coup, ça consiste à aller regarder dans les pans de sa vie, où est-ce que cette part de nous-là a pris trop de place. C'est un petit peu comme, si vous voulez, on peut concevoir l'ego comme un plâtre. Vous voyez, un plâtre, par exemple, je casse une jambe, je mets un plâtre et ça fait du bien. Ça me permet à ma jambe de reconstruire. Voilà. Et il y a un moment donné où le plâtre devient gênant, surtout si je suis en croissance. Et donc à ce moment-là, effectivement, le plâtre, il m'empêche de grandir. L'ego, ça va être un petit peu ça. C'est-à-dire que si je veux grandir en tant qu'être humain, il va falloir que j'aille regarder dans une forme de confrontation avec moi-même, hein, assez parfois délicate, où est-ce que je me suis peut-être fourvoyé. Et je vais vous donner un exemple pour ne pas passer trop de temps sur ce sujet, mais c'est l'exemple d'un dirigeant que j'ai accompagné il y a quelques années, qui était le patron d'une très grande boîte. Et puis à la fin du coaching, je lui pose la question, je lui dis alors, finalement, c'était quoi le meilleur moment pour toi, la plus belle séance dans tout ce qu'on a fait? Et il me dit, mais tu sais, la plus belle séance, c'est quand je t'ai annoncé que j'avais dit non au nouveau poste qu'on me proposait. C'est-à-dire qu'il avait un poste très très gros et on lui proposait un poste encore plus gros. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé pour lui? Il avait pris conscience d'un schéma de l'ego dans lequel il vivait depuis des années, qui était de toujours vouloir un poste plus gros, plus de responsabilités, sans vraiment savoir pourquoi. Et donc vous voyez, c'est ce qui se passe en fait, et c'est vraiment du coup le chemin d'humilité qui s'impose aux dirigeants, c'est vraiment d'aller regarder dans quel espace ils se sont peut-être fourvoyés en tant que scénario. Et ça, c'est valable pour tout, hein. Je parle des dirigeants ici, des managers, mais c'est valable pour nous tous, c'est-à-dire quels sont ces schémas erronés dans lesquels, malgré moi, je continue de fonctionner, que ce soit, encore une fois, soit en tête de reconnaissance, ou fidélité à moi-même, ou accumulation matérielle, ou au contraire, et ça on sait moins, dans quel schéma de dévalorisation de moi aussi je me suis embarqué parce que l'ego a cette deuxième facette, qui est une facette de dévalorisation. Qui suis-je? Qui suis-je pour briller? Qui suis-je pour être original? Qui suis-je pour avoir des idées? Qui suis-je pour clamer haut et fort mes valeurs? Ou qui suis-je pour devenir un acteur engagé de la transition? Donc il y a cette deuxième étape voilà, qui est extrêmement importante que je voulais vous partager. Ensuite, il y en a une troisième. Il y en a une troisième qui consiste à aller dans ce travail de redécouverte de soi, d'aller incarner ce que j'ai appelé mon noble leadership. Et encore une fois, revenons sur le schéma tout à l'heure, c'est-à-dire ce schéma existentiel qui consiste à renouer avec sa véritable nature, et donc, on l'a vu, hein, avec l'ego, et puis avec d'autres représentations erronées de soi, finalement, les laisser derrière soi et se dire, finalement, quelle est ma singularité? Qu'est-ce que c'est le noble leadership? Moi, ça m'arrive de poser la question à un manager ou à un dirigeant et de lui dire finalement, ou dirigeante, voilà, de lui dire finalement, si ce n'était pas toi à ce poste-là, qu'est-ce qui manquerait à l'entreprise? Qu'est-ce qui manquerait à l'équipe? Et donc, vous voyez, poser cette question, c'est quoi ta valeur ajoutée au fond? Hein, c'est un peu cash comme question, mais voilà, si tu n'étais pas là, qu'est-ce qui manquerait? Et donc, par extension, on pourrait se dire aussi, qu'est-ce qui manquerait pour le monde? Voilà. Et donc, c'est d'aller vraiment à la rencontre de vraiment ce qui fait votre singularité d'être,
ce cocktail unique de force, de talent qui est en vous. Et donc ce noble leader, et là on est vraiment dans une approche existentielle, c'est-à-dire se démarquer vraiment de tout ce qu'on attend de nous, de toutes ces compétences qui sont attendues chez un dirigeant qui doit être ci, qui doit être ça, etc. C'est vraiment de se dire, mais non, je vais aller habiter pleinement de ce cocktail-là. Et si dans mon cocktail à moi, il y a de la sensibilité, il y a peut-être de la créativité, ou au contraire de la rigueur, mais ça, je vais l'habiter pleinement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense qu'en tant que dirigeant, on a aussi du souci à se faire quand on voit les progrès de l'intelligence artificielle. On voit à quel point finalement la machine va être capable de devenir pour le moment assez vite meilleur gestionnaire que nous. Par contre, ce que la machine ne va pas être capable de faire, c'est d'aller justement vraiment faire son miel et vraiment prendre conscience de cette combinaison-là de talents et d'offrir cette combinaison-là. Et donc, vous voyez que je crois que ce chemin d'intelligence spirituelle aujourd'hui, encore une fois, soyez vous-même, hein, les autres sont déjà pris, c'est-à-dire ça va être d'aller prendre le contre-pied de toutes ces approches un peu normatives du leader. Et au contraire d'amener tout ce qui fait notre capacité à rayonner. Et ce noble leadership qui, au passage, rejoint tous les travaux en psychologie positive, c'est source de joie. C'est-à-dire que plus j'exprime en fait ces talents en moi qui sont singuliers, plus je suis dans la joie. Hein. C'est ce que nous apprend la psychologie positive notamment. Alors, il y a une dernière chose que j'ai envie d'aborder avant qu'on prenne un temps d'échange ensemble, c'est vraiment cette idée également de mission de vie. Donc ça, c'est un concept, c'est assez marrant parce que c'est un concept qui existe depuis un certain temps dans le champ du développement personnel, mais assez étrangement, il a encore très peu pénétré le monde de l'entreprise. C'est-à-dire l'idée finalement qu'un homme, une femme, et donc un manager, un dirigeant, peut avoir aussi une raison d'être personnelle. On parle beaucoup de raison d'être collective, on parle beaucoup aujourd'hui avec des entreprises à mission, et on demande finalement à des managers de porter les raisons d'être d'entreprise sans leur poser la question de savoir finalement, et vous, votre raison d'être, c'est quoi? Et donc là, on est vraiment sur une des ressources qui est pilier hein, dans l'intelligence spirituelle. C'est vraiment quelque chose que encore vous avez trouvé dans énormément de traditions, c'est-à-dire non pas de se dire j'ai une mission divine, christique hein, à accomplir parce que c'est moi. Non, c'est plutôt simplement, très naturellement, de se dire ce cocktail-là de talent, ce noble leadership que j'ai, mais où est-ce qu'il va être le plus utile au monde? Et quand je vais associer en fait ce que je suis vraiment doué à faire avec l'endroit où je pense que le monde vraiment en a besoin, à ce moment-là, je vais être à quelque chose qui est de l'ordre d'une vocation. Et le point important, vous voyez, c'est que tout le monde peut accéder à ça. Nous avons tous une vocation. En tout cas, on peut tous bâtir cette idée-là. Hein, comme je vous le disais, sans forcément croire à des puissances supérieures ou à un ordre supérieur. Simplement de se dire que, effectivement, on peut, et ça fait partie de notre dimension transcendante, nous pouvons nous mettre au service de quelque chose de plus grand. Et donc, cette mission de vie, ce dont je vous parle, c'est un concept que vous trouvez outre-Atlantique de façon beaucoup plus large qu'en France. C'est-à-dire que là-bas, on parle de purpose, et effectivement, dans on va dire, les caractéristiques des leaders qui sont aujourd'hui inspirants et acteurs du changement, qui sont en train de rebattre les cartes, vous avez cette notion de purpose, de mission individuelle, de vocation, de raison d'être individuelle. Donc cette raison d'être, elle se travaille, on la cherche, alors on ne la cherche pas avec le mental. C'est un point important peut-être, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ce n'est pas quelque chose qu'on construit comme ça en disant, bon alors moi, ma mission, ça serait quoi? Non, le travail est plutôt un travail d'intériorité, un travail de jaillissement, un travail où on va voir aussi ce qui résonne dans le monde par rapport à ce que l'on pense pouvoir apporter. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on construit à partir du mental. Et pour vous donner quelques exemples concrets, voilà, je vous affiche à l'écran, je vous laisse les lire. Ça, c'est des notions c'est des missions de vie. Alors, ça peut être intéressant vraiment de la formaliser, vous voyez, dans une espèce de phrase, de mantra personnel. Et voici des exemples de managers, hein, des gens que j'ai côtoyés et qui, par leur travail, ont abouti à quelque chose qui est vraiment une ressource. Hein. Vous savez, cette phrase de Nietzsche qui dit « ceux qui ont un pourquoi peuvent supporter n'importe quel comment ». La première chose, je crois, et ce n'est pas négligeable hein, par rapport au temps qu'on traverse en ce moment, je crois, hein, la première chose, c'est une sécurité qu'on peut appeler dontologique. C'est-à-dire que quand je fais ce travail de réalignement avec qui je suis vraiment, quand je fais ce travail
où j'arrête finalement aussi de dissimuler des parts de moi. Hein. L'ego m'amène à dissimuler des parts de moi. Donc ça veut dire que je gaspille aussi une énergie, c'est souvent inconscient, énorme à maintenir des représentations de moi. Et bien quand j'arrive à me brancher à cette source-là, je suis dans une sécurité de type ontologique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met en place, et vous allez trouver notamment pensez à des gens qui vous inspirent, des gens qui sont qui déplacent des montagnes en fait, même dans la situation actuelle, ou qui font des projets absolument incroyables. Et bien, il y a une énergie insoupçonnée, il y a une résilience, il y a un cap qui tient. Il y a quelque chose en fait qui naît de cet alignement-là. On parle souvent de tête, cœur, tripes, corps, voilà, c'est tout ça, c'est des mots, mais il y a quelque chose qui opère, hein, véritablement. Et donc, il y a vraiment, premièrement, de se dire, en termes en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que collaborateur, hein, évidemment, ça s'applique à tout le monde, mais je vais gagner en solidité intérieure. Il y a une deuxième chose qui est plus subtile, mais que j'ai pu étudier là aussi et que je m'applique à moi-même, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se jouer dans la prise de décision. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert cette porte-là, cette dimension-là, existentielle, spirituelle en moi, il y a aussi quelque chose qui va... C'est comme si j'avais d'autres boussoles. C'est-à-dire que typiquement, on peut rentrer par exemple dans ce qu'on appelle la zone de non-peur. Moi, je l'ai vu avec des dirigeants qui... on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas quelle est la bonne décision, c'est-à-dire que le mental touche ses limites. Il y a à un moment donné, même sur un plan logique, pas de bonne décision. Et pourtant, si je fais cet effort d'intériorité, si je me raccroche à mon essentiel, et mon essentiel, ça peut être par exemple mon cap à moi, ma mission de vie, bien sûr, ça peut être aussi celle de l'entreprise, mais si je reviens vraiment à moi, pourquoi je fais ce que je fais, en quoi c'est essentiel pour moi. Si ensuite je me raccroche aussi et ça j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont pris des choix importants, c'est-à-dire à ma conscience de ma fin, c'est-à-dire à ma finitude. Quand je mets mes décisions, mes problèmes dans cette double perspective-là, je suis dans une zone de non-peur. Ça ne veut pas dire que je vais prendre la bonne décision, qu'il y aura pas, que j'aurai raison à chaque fois. Ça veut simplement dire que quand je suis à cet endroit-là, je retrouve de la clarté, je retrouve du sens. Je ne suis pas certain des conséquences du choix. Ça peut être un choix stratégique important, mais je suis certain d'une chose, c'est que ça fait sens, que c'est aligné avec mes valeurs, et que si ma mission est également altruiste, elle va de toute façon servir aussi les autres. Et donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la prise de décision. Il y a une deuxième dimension, là aussi, qui est au cœur du leadership, qui est même au cœur de la racine étymologique du leadership, qui vient d'un vieux mot anglais qui s'appelle lead. Et lead, en anglais, ça veut dire franchir un seuil. Donc, le leader, ce n'est pas simplement celui qui embarque les gens qui s'est inspiré. Non, le leader, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une décision sans le rationnel, qui est capable de poser, on peut appeler ça un acte de foi. Je sais qu'il faut aller là-bas, c'est-à-dire je sens qu'il faut aller là-bas, je le ressens, je ne suis pas capable de vous l'expliquer, mais je pense qu'il faut y aller. Et ça résonne tellement fort en moi que je suis également évidemment capable d'embarquer les autres, parce que les autres vont le ressentir. Donc vous voyez, là, on est sur du subtil, mais on est sur quelque chose. Il y a énormément de dirigeants qui, vous savez, on sait qu'en entreprise, il y a plus d'une décision sur deux qui est prise de manière non logique. Et donc là, c'est une autre façon aussi de se dire, il y a un endroit où je peux retrouver cette sécurité pour prendre des décisions. Après, évidemment, toute cette dimension spirituelle, je ne vais pas avoir beaucoup de temps là pour l'aborder, mais elle est source de vision, elle est source de créativité. Mais oui, parce que si je suis branché sur mes rêves, parce qu'à partir du moment où je fais ce travail existentiel, ça veut dire que je m'autorise aussi à rêver, je m'autorise à aller vers mes aspirations les plus hautes, je m'autorise à me dire que je suis utile au monde, c'est-à-dire que je le vis même, progressivement. Et bien oui, à ce moment-là, j'ai un niveau d'autorisation qui fait que je suis ouvert. Je suis ouvert aux intuitions, je suis ouvert à ce qui me traverse, je suis ouvert à des élans intérieurs, je suis ouvert à des choses et je prends l'habitude, plus j'utilise cette dimension-là, je prends l'habitude de leur faire confiance. C'est-à-dire je prends l'habitude de faire confiance que ce qui me traverse, et vous voyez, il y a vraiment un mouvement traversant. En ce qui me concerne, il y a des décisions extrêmement importantes que j'ai prises parce que simplement j'ai été traversé par la décision. Il n'y a pas de mental, là, c'est simplement le sens, la capacité à créer des moments de présence et à sentir ce qui vibre en nous. Les grandes innovations, elles ne viennent pas forcément de la tête, elles ne viennent pas d'un business plan. Elles viennent de quelqu'un qui est capable de ressentir, qui est capable de vibrer, et elles viennent ensuite de managers, de leaders qui sont capables d'écouter ça et de le proposer.
pas forcément de l'imposer, mais de le proposer aux autres. Et moi, beaucoup d'organisations que je vois aujourd'hui qui se transforment, à l'origine, il y a un dirigeant qui ensuite communique ce qu'il a traversé à une équipe de direction, et ça produit des choses absolument incroyables, notamment les libérations d'entreprise que vous connaissez, ou également des révolutions de business model, etc., etc. Mais il y a quelque chose vraiment qui opère à cet endroit-là. Et je vais vous donner un exemple pour matérialiser un petit peu ça, parce que c'est un exemple qui me tient à cœur. C'est des deux entrepreneurs que je connais depuis des années maintenant. Et vous irez regarder ce qu'ils font. Alors, ils parlent en haut à gauche, le fruit d'un chemin personnel et professionnel, mais il est également spirituel, hein, extrêmement fort chez eux. Et ce sont des gens qui ont créé un écosystème qui s'appelle Ulteria. Et Ulteria, au départ, c'est juste quelques PME. Et c'est notamment une PME en Bourgogne, près d'Auxerre, qui fait des meubles en bois, hein, des présentoirs en bois. Et aujourd'hui, après toutes ces années, Ulteria, c'est un écosystème. C'est un terrain qu'ils ont acquis il n'y a pas longtemps, donc qui fait 10 hectares, dans lequel ils ont, à côté de l'usine, créé une ferme en permaculture, une école Montessori pour tous les enfants des collaborateurs, une maison citoyenne, un centre de formation. Et aujourd'hui, ils vont encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'œuvrer avec les collectivités locales, ils sont en train d'œuvrer à la transition sociétale de tout leur territoire. Et ça ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas construit mentalement, ils n'ont pas dit on va faire ci, on va faire ça. C'est-à-dire que le jet initial, on sent bien que ça ne peut pas venir de là. Voilà, dernière chose pour finir sur... il y a vraiment quelque chose qui, quand on laisse cette dimension-là s'exprimer en nous, opère effectivement à ce qu'on peut appeler un changement de niveau de conscience. Je vais le dire très simplement. Si je me mets à écouter davantage la vie qui est en moi, si je me mets à coller encore de façon plus proche à ma vie aussi, assez naturellement, je vais me rendre beaucoup plus proche de la vie en général. Je vais me rendre beaucoup plus proche du vivant en général. Et donc, ça va m'amener à rencontrer les lois du vivant. Ça va m'amener à comprendre que la compétition qui règne dans l'entreprise et qui règne avec les concurrents, c'est peut-être pas le bon calcul. Ça va m'amener à comprendre que je ne suis pas tout seul en tant qu'entreprise à devoir me battre pour ma survie, mais que je peux peut-être développer des liens avec tout mon écosystème, que ce soit mes fournisseurs, mes clients, les collectivités locales, les associations. Donc, je vais petit à petit développer une vision holistique de mon rôle. Et je vais, en faisant ça, de la même façon que j'ai travaillé sur ma singularité, je vais pouvoir travailler sur ma singularité d'entreprise. Et ma singularité d'entreprise, ça va être, ça se traduit aussi, hein, vous connaissez ce bouquin en management, en stratégie, d'aller vers des stratégies au océan bleu. Alors là, ce n'est pas parce qu'on va être meilleur que les autres, c'est simplement parce qu'on a pris conscience en tant qu'entité, en tant qu'entreprise, que on est unique, et donc on a un rôle particulier à amener. Et donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est ça qui est... j'ai envie de vous dire, ce mouvement, il est presque naturel. C'est-à-dire que, pour reprendre les mots d'un dirigeant qui m'est proche, il a dit, une fois qu'on a ouvert ce robinet-là, il y a deux choses qui se passent. Il y a ce robinet en moi de vie, parce que c'est un robinet de vie, un robinet vivant. Et deuxième chose, c'est que j'ai envie d'ouvrir le robinet des autres. J'ai envie de leur dire, mais allez-y, c'est tellement beau. Donc, il y a quelque chose qui s'opère vis-à-vis de l'autre, puis après, il y a quelque chose qui s'opère vis-à-vis du tout. C'est-à-dire que tout naturellement, les projets ensuite s'ouvrent vers le monde. Et ils prennent conscience de quoi? Que nos écosystèmes sont en danger. Ils prennent conscience que le système économique dans lequel nous vivons, qui est un système de compétition, d'ultra-performance, ne répond pas aux lois du vivant et qui n'est pas viable. Et donc, progressivement, ils trouvent comme extension stratégique, comme extension de développement, d'organisation, des voies nouvelles. Et donc, vous voyez qu'on est vraiment sur un changement de regard. On est vraiment sur un changement. Mais s'il n'y a pas au départ ce mouvement intérieur de soi, de soi avec sa vie, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué du coup parce que si on ne l'a pas, on ne peut pas incarner ça, on ne peut pas incarner le changement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a énormément de méfiance de la part des entreprises avec tout ce qui est greenwashing? Pourquoi est-ce que finalement les citoyens se méfient, les collaborateurs se méfient? Mais c'est parce qu'on a des dirigeants qui souvent n'incarnent pas ce qu'ils disent. Donc ils nous disent qu'ils vont faire du verre, mais on ne sent pas où c'est enraciné chez eux, on ne sent pas d'où ça vient. Donc, à partir du moment où on ne sent pas jusqu'à quel endroit s'enracinent leur motivation et leur désir d'agir pour la société ou pour le monde, on est sceptique.
Et oui. Et donc, si je renverse la proposition, quand vous faites ce travail-là, vous branchez en fait cette raison d'être d'entreprise sur votre propre raison d'être personnelle. Vous allez à cette intersection-là. Et donc là, vous devenez un leader du changement qui est incarné. Vous incarnez ce nouveau paradigme qui est en train d'émerger. Je crois que ce qui va se jouer pour énormément d'entreprises, ça va être une question de survie, y compris pour les très grosses, c'est que si elles n'ont pas des managers, des dirigeants qui arrivent à incarner cette transition, ben ça n'ira pas. Les gens n'iront pas. Les clients n'iront pas et les collaborateurs n'iront pas non plus. Parce que tout ça, ça ne va pas se faire facilement. Et dernière chose, pour juste jeter un regard sur ce que donne une entreprise augmentée, c'est-à-dire on va tirer le fil pour aller jusqu'à une entreprise où on imagine que l'ensemble des managers, l'ensemble des collaborateurs a fait ce travail d'individuation, de découverte de soi, de découverte de sa raison d'être, de découverte de ses valeurs, de découverte de qui je suis. Eh bien, on ouvre quelque chose qui est encore méconnu aussi en France, ça nous vient d'Espagne, qui s'appelle la motivation transcendante. Vous connaissez les deux autres motivations, extrinsèques, intrinsèques. Eh bien, on ouvre aussi une autre dimension qui est que quand je vais au travail, je suis motivé parce que je sais que moi, en tant qu'être humain, dans ma boîte, nous œuvrons à améliorer le monde, nous œuvrons à améliorer, à aider les humains. Et quand vous touchez cette dimension-là, évidemment, vous touchez un niveau d'engagement, un niveau de résilience qui est extrêmement élevé.